Tous les 2 jours, Alfred et William viennent dans cette forêt couper du bois. Une question de survie, c'est avec ça qu'ils se chauffent. Tu restes en bas? William Chocolate a 44 ans, il est Tlicho, indien des territoires du Nord-Ouest. Moi, je vais là-bas. Quand il fait très froid, on doit en ramener beaucoup. Mais quand il fait plus chaud, comme aujourd'hui, on en utilise moins. Et il fait quelle température aujourd'hui? Moins 20. C'est chaud pour vous. Pour moi, il fait chaud. Quand il fait moins 40, on en prend plus parce que les maisons deviennent très froides. William n'a besoin d'aucune permission pour s'approvisionner ici. Le territoire des Indiens est grand comme l'Angleterre et tout ce qui est dessus leur appartient. Ils n'ont qu'à se servir. Aujourd'hui, William et Alfred ont coupé une dizaine d'arbres. De quoi chauffer leurs 2 foyers pendant 3 ou 4 jours. Les 2 hommes habitent au bout du monde, à 500 km du cercle polaire, dans une petite communauté indienne de 300 habitants. Leur village est entouré de dizaines de lacs, gelés et recouverts de neige en hiver, ou d'un bleu limpide en été, ils coupent quasiment totalement la communauté du reste du pays. Le village le plus proche est à 250 km à vol d'oiseau. Le seul lien avec l'extérieur, c'est ce petit avion qui atterrit tous les jours. Il peut transporter 5 passagers et quelques provisions pour l'unique supermarché du village, où les aliments sont 4 fois plus chers qu'ailleurs au Canada. Du coup, William préfère se débrouiller avec ce qu'il trouve dans la nature. Quand il n'est pas bûcheron, il est chasseur et trappeur. William Chocolate est un des gardes-chasse du village. Pour ce travail, il gagne 1 500 € par mois. Sa maison ressemble à celle de n'importe quelle famille canadienne. Une cuisine tout équipée, dans le salon un grand canapé et la télévision par satellite. Mais pour William, tout ça, c'est du superflu. C'est pas pour moi. Tout ce que j'achète, c'est plutôt pour mes enfants. Ça m'arrive de regarder la télé, bien sûr, mais ce que je préfère, c'est la vie sauvage. Et la plupart des gens ici pensent comme moi. La vie de William aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle qu'il menait quand il était enfant. Car jusqu'au milieu des années 70, les Indiens Tlicho sont un peuple nomade. L'hiver, ils se déplacent en suivant les caribous et plantent leurs tentes quelques jours dans les zones de chasse. L'été, ils s'installent près des lacs pour pêcher. Tout change dans les années 60, avec la découverte de gisements de diamants. Comme le sous-sol appartient aux Tlicho, les Indiens commencent à toucher une redevance en échange de l'exploitation des mines. Une rente annuelle en quelque sorte. Avec cet argent, ils se sédentarisent et créent 4 villages. L'alcool y est interdit. Depuis trop longtemps, il a fait des ravages chez les Indiens. Gameti est l'un de ces villages. À l'origine, il n'y avait que 6 maisons dans le village. Là, cette vieille cabane en bois, c'est une des premières qui a été construite. À l'époque, il faisait plus froid et il n'y avait pas l'électricité, pas avant 1974. Edward Chocolate est le cousin de William. Il est surtout Chief Chocolate, le chef du village. À ce titre, il gère le budget de la commune. Un budget colossal, 4 millions d'euros par an, grâce à l'argent des mines. Bonjour Lassa. Bonjour Annie.
C'est 10 fois plus qu'un village français de la même taille. À elle toute seule, la mairie emploie 40 personnes à temps complet. Un villageois sur 5. Voilà, ça c'est mon bureau. Le bureau du gouvernement Tlicho. Le chef est élu par les habitants du village pour 4 ans. Pendant son mandat, il dépense la manne minière comme il l'entend. Personne ne lui demande de compte. C'est notre argent. On en fait ce qu'on veut. Des fois, je le distribue aux habitants, ou alors on l'investit dans des projets pour le village. Par exemple, si je veux construire une piste jusqu'à une cabane qui n'a pas servi depuis un moment, je vais payer 8 personnes pour la construire, s'en occuper et s'assurer que la piste est bien praticable. Grâce à la générosité du chef du village, William le garde-chasse gagne un très bon salaire, 300 € par jour. Du coup, il ne travaille que 5 jours par mois. Le reste du temps, il préfère vivre comme ses ancêtres. Ce jour-là, c'est parti de pêche. Au début de l'hiver, sous ce lac gelé, il a installé l'un de ses filets. Pour le retrouver sous la neige, il l'a accroché à ce bout de bois. Et vous êtes sûr de trouver du poisson sous la glace? Ouais, Et vous le savez comment? parce qu'il y a beaucoup de poissons dans le lac. Avec la version locale du pic à glace, William commence à creuser un trou. Et la tâche est énorme. Ça peut prendre 1 ou 2 heures. Ça dépend de la glace. Il fait chaud. Depuis 2 jours, il fait moins 35 degrés. La couche est très épaisse, 80 cm. Heureusement pour William, son ami George vient lui donner un coup de main. Après 2 heures d'effort, l'eau jaillit enfin. Il ne reste plus qu'à sortir le filet et voir si la pêche est bonne. Celui-là est vivant. William doit répéter l'exercice 2 fois par semaine. S'il tarde trop à relever ses filets, le poisson meurt. Il ne peut pas être mangé. Et vous savez ce que c'est? Ce que c'est? C'est un poisson. C'est une truite. Des truites, des brochets, des ombles chevaliers. En tout, ce jour-là, les 2 hommes remontent une trentaine de poissons. Pour les conserver, pas besoin de congélateur. Quelques minutes dans le traîneau, par moins 40 degrés, suffiront. Comme William, la plupart des hommes de Gameti vivent encore de cette façon. Ces traditions sont même enseignées dès le plus jeune âge. Le cœur du village, c'est l'école, qui fait aussi collège et lycée. Elle accueille chaque jour 8 professeurs et 90 élèves. Vous êtes perdu ou quoi? À sa tête, il y a Brendan Mulcahy, 33 ans, le principal. Allez les gars, c'est l'heure. Bruce, Il est un des rares non-indiens du village. faut être là plus souvent mon vieux, hein. Tu peux pas disparaître comme ça pendant 15 jours. C'est pas comme ça que ça marche. Brendan gagne 2500 €, 20% de plus qu'ailleurs. Il a accepté ce poste à Gameti pour rembourser son prêt étudiant. Il y a 5 ans, à son arrivée, il a découvert une école flambant neuve, financée là encore avec l'argent des mines. Ça, c'est ce qu'on a eu de mieux avec la nouvelle école. Le gymnase. C'est de loin la plus belle école que j'ai jamais vue. Les enfants ont tellement de choses. Ils ne connaissent pas leur chance, mais ils ont des tablettes, des ordinateurs portables, des équipements de sport, et ils peuvent en profiter toute la journée. Bonjour Ronald, ça va? Tout cet argent sert d'abord à préserver la culture Tlicho, Salut Joshua. omniprésente dans l'école. Dès le hall d'entrée, les élèves sont accueillis par leurs ancêtres.
Les anciens, ils sont très respectés ici. Dans tous les bâtiments, en particulier l'école, vous verrez des photos de partout. Les élèves suivent aussi des enseignements spécifiques. Comme chez eux, les jeunes parlent anglais avec leurs parents. Ici, ils apprennent le tlicho. En tout, 10 heures de cours par semaine, obligatoire. Obligatoire aussi la leçon de Endgame, le jeu traditionnel tlicho. Une sorte de bonto en musique réservée aux garçons, dont on n'a pas compris toutes les règles. Ce maintien des traditions a l'air de porter ses fruits. Chaque année, seuls 2 ou 3 jeunes tlichos quittent le village pour s'installer en ville. Mais jusqu'à quand? Car désormais, 2 mois par an, il existe une route qui relie le village au monde extérieur. Une route de glace, longue de 200 km, et tracée sur les lacs gelés. Sa construction coûte 2 millions d'euros chaque année. Ce ne sont pas les Indiens qui payent, mais l'État. Le lendemain de l'ouverture, c'est une tradition. La famille Whitred sort le 4x4 et quitte Gameti, direction la Grand'Ville. Au volant, Kyle qui travaille dans les mines seulement quelques semaines par an. Derrière, sa femme Pamela, employée à la mairie de Gameti, qui gagne 1 500 € par mois. À côté, Ethan, leur fils de 3 ans. Et à l'arrière, leurs 2 cousins. Aucun des passagers de la voiture n'est sorti du village depuis 10 mois. Tous les ans, on doit aller faire des provisions, surtout des courses alimentaires. Parce qu'au supermarché dans le village, il n'y a pas grand-chose. En plus, comme il est ravitaillé par avion, c'est super cher. Seulement pour aller faire ses courses, il faut d'abord rouler. Longtemps. 5 heures à traverser des lacs immenses ou à zigzaguer sur les petites îles accidentées. Et interdiction de dépasser les 50 à l'heure, sinon la glace se fragilise. Sur la route de glace, on met pas la ceinture. Et pourquoi? Parce que si la glace se brise et qu'on tombe dans le lac, faut sortir rapidement de la voiture. L'année dernière, il y a eu 2 accidents. Un camion est même passé à travers la glace. Le chauffeur s'en est sorti indemne. La famille Whitred est partie à 7 h du matin. Il est 12h30 et elle arrive à Yellowknife, 20 000 habitants. La ville a poussé dans les années 30, quand on y a découvert des minerais précieux. Depuis, c'est le Far West du Grand Nord. Elle accueille des aventuriers venus tenter leur chance et faire fortune. Pour Pamela et sa famille, ça reste un autre monde. Je ne pourrais pas vivre comme ça. Et qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Je sais pas, j'ai jamais eu l'habitude. C'est trop. Trop quoi? C'est trop tout. Il y a trop de tout. Il commence par un rapide tour chez le coiffeur du centre commercial pour la coupe de cheveux annuelle d'Ethan. T'inquiète pas, mon bébé, t'inquiète pas, tout va bien. Je veux pas te couper. Allez, recule un peu dans le fauteuil. Ensuite, passage obligatoire au supermarché. Le couple achète surtout des aliments frais, car à Gameti, il n'y a ni légumes, ni fruits, ni produits laitiers. Tant que la route de glace est ouverte, on peut revenir pour faire les courses. Et vous aurez tout pour passer l'été? Ouais. Pendant les 2 mois d'ouverture de la route de glace, ils viennent ici 5 à 6 fois, mais ils ne s'attardent jamais. Car pour beaucoup d'Indiens, cette petite ville est aussi un lieu de perdition.
Le soir, ils sont des dizaines à écumer les bars de la ville, bravant les interdits de leur communauté. On les croise, errants et sous par moins 30 degrés dans les rues de la ville. L'an dernier, le gouvernement canadien a évoqué la construction d'une route praticable toute l'année. Les chefs des villages Clichot s'y sont opposés, à l'unanimité. C'est un endroit perdu, dans le Grand Nord québécois. Les lacs Maneïkwet. 277 km² de surface gelée. C'est à quoi le bateau, là? C'est une question de sécurité pour savoir si, comme là, hein, ça se peut, tu entends le bruit du lac, là, que la glace est en train de travailler. Avec le vent, il fait moins 30 degrés sur le lac. On va aller un peu plus haut. On a plus de poissons là-haut? On verra que Dieu nous donnera. Mike est venu renouer avec une pratique ancestrale, la pêche sous la glace. Ça va être ici. Il est un descendant de la nation Innu, des chasseurs nomades qui passaient l'hiver sur ce territoire à la recherche de caribous ou de poissons. On y est presque. Lui habite une ville à 500 km d'ici. Comme une quête personnelle, il revient chaque hiver reproduire les gestes de ses ancêtres Ça y est. et leur pêche miraculeuse. La lotte, du brochet, la truite grise. Tu m'annonces qu'on va peut-être manger du poisson ce soir, là? Peut-être. Je le souhaite, en tout cas. On va essayer du bacon. C'est pas vrai? Oui, parce que j'ai pas d'appât. Mike, 51 ans, n'a pas connu la vie nomade en forêt. J'ai fait aux oreilles. Sa génération est la première à avoir abandonné ce mode de vie vieux de 8000 ans. Hey. C'est quoi, c'est la glace, ça? Oui. C'est pas bon? Non, c'est pas bon. Il a comme un peu, pas craqué, mais il a bougé. Demain matin, on ira voir j'ai un jackpot là-dedans. T'es pas chaud quand même? Les ancêtres de Mike appelaient ce territoire grand comme le Royaume-Uni Nitassinan, notre terre. Des espaces rudes que quelques aventuriers essaient de reconquérir, certains pour redécouvrir les traditions de leurs ancêtres, d'autres attirés par les ressources de son sol, le fer. Pour l'exploiter, une ville minière a poussé au milieu de nulle part, Shefferville, 1000 habitants. Un Far West auquel aucune route ne mène. Seule ligne de vie au milieu de ces immensités, une voie ferrée longue de 600 km, dont le point de départ est la ville de Sept-Îles. C'est ici que 2 jours plus tôt, le voyage de Mike, le pêcheur sur glace, a commencé. Prêt pour l'aventure, mon ami. Des raquettes, des fusils, des haches, pilages, génératrices. Il faut tout ça? Oui. Une journée de voyage à bord du Chihuetin, le vent du Nord, en langue Innu. Mike est bûcheron l'été, au chômage l'hiver. Il monte à bord du train 2 fois par an, pour 3 semaines d'isolement en forêt. Et c'est parti. Cette fois, sans sa femme et ses 3 enfants. Dans le train, tout le monde se connaît. C'est les derniers au revoir? Ouais, avant qu'on parle le ciel là-bas, là. 50 km au nord de cette île, plus aucun réseau. Mike envoie un dernier message à sa femme.
Merci, mon amour. La voie ferrée suit le cours d'eau que longeaient ses aïeux pour gagner leur territoire de chasse. 2 mois de voyage à pied. Simon-Pierre connaît les visages de tous les voyageurs. Il travaille depuis 10 ans comme chef de bord. Sur la ligne, aucun arrêt prévu à l'avance. Simon-Pierre demande au conducteur d'arrêter le train quand un voyageur veut descendre. M'avais-tu calé, Richard, allô? C'est bon, 2000, next stop, 2000. Ça s'appelle la station Waco. Pas la peine de chercher la gare de Waco. Elle n'existe pas. Cette dame d'une 60aine d'années passera quelques jours avec son petit-fils dans ce no man's land. Oui, regarde, Titi. Oh, viens va. Viens va. Monsieur, vous allez où, là? On s'en va dans le territoire! Personne ne sait vraiment quand il arrivera à destination. Tout dépend du nombre de ressourcements sur la route. Mike est dans le train depuis 10 heures. Il touche enfin au but. C'est l'heure d'y aller? Ouais, c'est l'heure d'y aller, mon ami. Allez-vous là? Les poussignons, les poussinettes! Moi, je vais donner la marque. Yes. Mike descend à Esker, 100 km avant le terminus, Shefferville. Il est 18 h. Il fait -20. Dans la nuit, au beau milieu de nulle part, il va falloir transporter tout le nécessaire de survie. OK, excusez. Oui, il va aller. Vivres, matériel, vêtements. J'ai l'impression d'être un peu perdu, là. Ah, c'est sûr. C'est tout noir. On est vraiment dans le Grand Nord. Le toundra, qui appelle. Son chalet est à un bon quart d'heure de marche. Ouais, ça, c'est... Quand? C'est la maison. Voilà la cabane. Bienvenue, Esker, Meneiwet, Lac, Meneiwet. Une pièce de 25 mètres carrés, sans électricité ni eau courante. Les murs et les fenêtres sont gelés. Qu'est-ce qui se passe? Mieux vaut que le chalumeau fonctionne. Oh, pas long. En cas d'urgence, la radio est le seul lien avec la civilisation. À l'autre bout, une bénévole est censée répondre. Ce soir, elle dort, apparemment. Mais Mike n'est jamais vraiment seul. Catholique pratiquant, il prie chaque soir devant une image de sa mère, décédée il y a 4 ans. Le petit Mike a grandi loin de ses parents. Eux chassaient en forêt 8 mois par an, pendant que lui et ses 12 frères et sœurs étaient placés en pensionnat ou en famille d'accueil. L'assimilation forcée des Inuits par l'école, imposée par le gouvernement fédéral, a déchiré les familles. Mike n'a jamais supporté cette séparation. C'est vos parents que vous venez chercher ici? Oui. C'est ici que je les retrouve. C'est ici que je les sens. Qu'est-ce que j'ai perdu dans ma jeunesse, là?
Tu sais, la pêche, la chasse, puis tout ça, les spots où que mon père allait, mes parents, tout ça, là, ben c'est ça. Et la drogue. Aujourd'hui, il a décroché. Et selon lui, ce retour aux sources sur la terre de ses ancêtres a joué comme une thérapie. Le chalet lui a été donné par la communauté Innu, à condition qu'il se réapproprie le territoire. Il y en a des dizaines le long de la voie ferrée. Une stratégie de reconquête pour une communauté déracinée. Le Chihuetin est devenu son emblème. Le seul train d'Amérique du Nord détenu par une communauté autochtone. Du FURX 5556 5536 Nord, Renault RD. À dégagé de Millage de 230 230 à 16h02, 1602 à vous. Joe et son collègue Joe conduisent la bête depuis 2005. Vous roulez à quelle vitesse? 65, 70 km/h en moyenne. C'est pas beaucoup? Non, c'est pas beaucoup, non. En 1000 à l'heure, non, c'est pas beaucoup. Non, pas TGV, ça. La locomotive a 45 ans. Il faut 12 heures en moyenne pour parcourir les 600 km jusqu'à Shefferville. C'était quoi, ça? C'était une pèlerie blanche. On mange ça, nous autres. Le vent du Nord assure 2 allers-retours par semaine jusqu'à Shefferville. Hello! Une ville terminus, si reculée qu'elle peut attirer des fugitifs à la recherche d'une planque. Le sergent Louis-François Etu dirige le bureau de police locale. Avec son équipe, 3 agents. Ça a bien été? All right. Il se rend régulièrement sur les quais de la gare pour repérer les nouveaux visages. All right. Et la famille, comment ça va? How are you? Hello? Hello, ça va? Ça nous permet de voir s'il y a des individus qui soit sont recherchés ou des individus qu'on a des doutes. Parce que le Grand Nord, parfois, ça abrite des gens qui viennent se cacher ou qui viennent, disons, chercher l'anonymat. Hello! Chou blanc. Ce soir-là, le sergent reconnaît chaque passager. Attention à toi. Ah non, mieux que ça. Tous font partie des 1000 habitants de la ville. 90% de la population sont Inuits. 10% viennent du reste du Canada ou de plus loin encore, braver les 9 mois d'hiver dans l'espoir d'une vie meilleure. Une ville en quasi-autarcie, créée dans les années 50 pour l'exploitation du minerai de fer. Un temps fermé, la mine a rouvert il y a 10 ans avec l'envolée du cours des métaux. D8 at kilometer 4. L'exploitation se fait dans des conditions extrêmes. Yeah, go ahead. All right, we'll come around just behind you. Adam Doucet est le directeur adjoint de la mine. Après 3 jours de tempête, la production est au point mort. Si tu veux la vérité, jamais on va finir avant le 15. Ça, c'est sûr. Parce qu'on va faire 2 jours là. Mais je pense que oui, même s'il neigerait un petit peu dans la semaine, au 22, c'est fini. C'est ça. On met au maximum. Exemple. Pas de galerie souterraine. Le sol est gorgé de fer. Il suffit de le racler et de créer ces cratères. Grâce aux minerais de fer, 500 emplois ont pu être créés. La plupart des employés sont des fly-in, fly-out qui alternent 2 semaines de travail à Shefferville et 2 semaines de repos chez eux. Serge, lui, vient de Québecville, à 1000 km de la mine. Faut qu'on se fasse voir. Oui. C'est les tenues de travail orange ou vert, fluorescent. Il travaille depuis 6 ans comme opérateur de vacuum
une sorte de super agent d'entretien. Toute la journée, il conduit ce camion aspirateur et fait le tour de tous les bâtiments en préfabriqué qui abritent bureaux, cantines et dortoirs pour les travailleurs. La mine ressemble à une petite ville de 300 personnes. Ici, faute de tout à l'égout, c'est Serge le nettoyeur. Ça, c'est tank de merde. Ouais. Ça, c'est l'eau qui distribue pour faire les toilettes. Et là, l'opération, c'est que vous allez vider le... Vider de la shit, comme on dit. 400 gallons. Ça veut dire à peu près... De caca. Les heures. OK. Quand il est plein. Il faut que je fasse ça tous les jours. C'est bon, c'est vide? Pardon? C'est vide? Oui. Serge a quitté son emploi de chauffeur de bus pour venir travailler dans le Grand Nord, sans regret. Moi, j'aime mieux ça, oui. Parce que le salaire est meilleur. Vous gagnez combien par an ici? Moi, je joue dans à peu près proche 100 000. 3 800 € net par mois. 3 fois plus que ce qu'il gagnait avant, en travaillant presque 2 fois moins. Et du coup, vous êtes loin de votre famille? Ma conjointe, ben, c'est... c'est comme si ça serait elle qui m'aurait poussé à aller travailler dans le Nord pour avoir plus... pour avoir une plus belle vie. Elle avait envie d'être tranquille? Sûrement. On a des petits amis aussi. Le petit renard. Ils cherchent de la nourriture. On n'a pas le droit de les nourrir. Non? Non. Il y a des ours, mais ça, on les voit seulement l'été. Puis t'as des loups, mais les loups, on les entend, mais on les voit pas. Ça hurle à la lune. Il est 18h30. Fin de vacation pour Serge. Et retour dans ses quartiers. Il a toujours la même chambre de dortoir, la numéro 11, qu'il occupe en alternance avec un autre employé. Et voilà, mon petit cocon. On dort là, la TV est juste là. Mon petit ordinateur. À 57 ans, il vit dans 15 mètres carrés, sanitaire inclus. Ça ressemble à une chambre d'étudiant. Oui, c'est un peu ça. Ouais? Oui, ça ressemble à ça. OK. OK, c'est... là, mettons, au Québec, on appelle ça un petit loft. Un quoi? Un petit loft. J'adore la place. Il y en a qui ne l'aiment pas. Il y en a qui viennent juste pour le travail, mais moi, j'adore la place. Mais les bons salaires ne suffisent pas toujours à attirer les candidats. Surtout s'il faut rester à Shefferville toute l'année. Pour certains postes, il faut parfois recruter bien au-delà des frontières canadiennes. Teresa et son mari, Yannick, vivent à Shefferville depuis 2 ans avec leurs 2 filles. Ce couple de trentenaires est arrivé du Sénégal pour travailler dans l'unique école de la ville. Elle était documentaliste. Lui travaillait dans le foot professionnel. On va voir le dosage. Ah, je suis là. C'est l'équipe du Casa Sport, donc, dont j'étais entraîneur adjoint. Ça vous manque un peu? Ben, ça me manque vraiment pas un peu. Ça, je dirais que ça me manque vraiment. Le couple s'est rencontré en 2008, en Casamance, au sud du Sénégal. Ils y ont eu leurs 2 filles, Paulina et Anaïs. Ils rêvaient de vivre au Québec. En arrivant, Yannick cherche un emploi de prof de sport, Teresa d'éducatrice. Les seuls postes qu'on leur propose sont à Shefferville. Tu voulais des crêpes ou bien du pain? Moi, des crêpes. Ok, bois ton lait. Le couple ne savait pas vraiment où il mettait les pieds. Ça a été facile de s'installer ici ou pas? Bon, elle m'a dit donne-moi le billet, je veux rentrer au Sénégal. Ça n'a pas été du tout facile. Parce que
On dirait que c'est un dépaysement total. Et puis, la température, c'est pas évident pour nous. Hier, on était à moins 33 degrés là, et ce matin aussi, ça va beaucoup faire fret là. Ça, c'est le Grand Nord. Tous les moyens sont bons. Ce matin-là, il faut un tractopelle pour faire repartir le bus scolaire. Tu vois là. Et pour se rendre à l'école, c'est l'expédition. S'il te plaît, va au fond. Yannick a fait chauffer la voiture un quart d'heure avant le départ. L'école n'est qu'à 100 mètres, mais hors de question de les parcourir à pied. Ici, il y a trop de neige, Anaïs Colina. Une centaine d'élèves sont scolarisés, de la maternelle au lycée, majoritairement des Inuits. Vous 4 contre nous 4, ok? Vous êtes les meilleurs, mais on va gagner. Ce jour-là, Yannick organise un match entre élèves et profs. Mathieu, marque ça. Prends un marque. On essaie de prendre individuel. Il gagne 4 000 € net par mois, 50% de plus que dans le reste du Québec, grâce à une prime d'éloignement que touchent les enseignants de Shefferville. Charles, t'es correct? Pourtant, peu de Québécois se portent candidats. Et la question qu'on peut savoir, quelles sont les valeurs Innu? 60% des professeurs sont donc ici étrangers, la plupart africains. Quand on dit la tradition, comme Ulrich, un professeur de lettres gabonais. Respecter les morts, célébrer les morts. Pour savoir qu'est-ce que nous devons faire. Et Wilfried, enseignant en sociologie du Congo-Brazzaville. Non seulement de connaître votre culture, vos valeurs sociales. La plupart d'entre eux vivent seuls, loin de leur famille, restés dans le sud du Québec. À Shefferville, pas de cinéma ni de promenade au clair de lune. Les soirées d'hiver sont longues. 2 restaurants, 3 supérettes. L'offre de loisirs est réduite. Pour vaincre la solitude, il faut se serrer les coudes. C'est la danse qui commence? Testimony. Now I give you my testimony. Alors les profs ont instauré un rendez-vous hebdomadaire, un dîner dansant. Cette semaine, c'est Ulrich, le maître de cérémonie. C'est l'hymne ici, là. Ça nous met vraiment en joie. C'est une chanson qui vient du Nigeria. Ouais. On met le stress à côté, on se sourit, on se congratule, on s'efforce, on se tire vers le haut, tout le monde. Quand tu vois que l'autre, ça ne va pas là, oh, ça va bien aller là. Les enseignants ont fini par trouver leur équilibre. Tous ont déjà renouvelé leur contrat d'au moins 1 an. Leur aventure dans le Grand Nord continue. Paulina, doucement, doucement. Yannick, Teresa et leurs 2 filles font de leur mieux pour devenir de vrais Québécois. Tu attends que l'eau glisse d'abord pour pouvoir soulever l'autre. Nicolas, je ne peux pas me lever. Des amis enseignants, natifs du Québec, jouent les professeurs. C'est la 3e fois que la petite famille chausse des patins. Teresa et Yannick souhaitent faire leur vie au Canada et devenir citoyens du pays. Ils voudraient que leurs 2 filles sachent patiner, comme leurs camarades de classe. Elles se sentent plus québécoises ou plus canadiennes que sénégalaises. Ils avaient demandé est-ce que vous voulez qu'on aille au Sénégal. Ils ont dit non, pas pour le moment. Elles préfèrent la neige. Elles préfèrent la neige et elles adorent la neige. Elles jouent avec la neige comme pas possible. Pas à pas, la famille s'intègre à la petite communauté sheffervilloise. À 100 km de là, au milieu de la forêt boréale. Mike, le pêcheur Innu, ne peut compter que sur lui-même. Pour dégeler la maison,
Il a allumé le feu avant le lever du soleil. Il doit vite aller faire ses courses. Dans son réfrigérateur naturel, le lac. En commençant par une denrée indispensable à sa survie. Notre trou de source, l'eau de vaisselle. Quand tu bouillis tes légumes ou les patates, etc. Elle est un peu jaune, votre eau, là. Oui. Ben, c'est pas très rassurant, non? Je serais contaminé, ben... J'aurais eu peut-être de la diarrhée plusieurs années. Mais... Vous vous sentez en paix ici? Toujours. En paix? Ah oui. C'est pas la paix ici. Regarde, autour de toi. Il n'y a personne. T'entends juste le vent. Quand tu regardes, t'entends pas, mais je veux dire... Tu sais, la nature te parle aussi, moi. Qu'est-ce qu'elle vous dit, là, la nature? Il fait réveiller ton cerveau, ton cœur, tout ça. Là, tu penses à plein de choses, des belles choses surtout. Tant qu'il y est, Mike fait un petit détour pour voir si un poisson n'aurait pas mordu à l'hameçon au bacon. Mais la neige est tombée toute la nuit. J'espère que je vais trouver ma ligne. J'en ai pour toute la journée, hein? Après quelques minutes d'appréhension... Tiens! Le quai! Voilà, il est là. On va faire tout doucement parce que... Mais la truite grise doit sûrement être végétarienne. Il n'y avait rien. Il y a des journées comme ça. Ça passe ou ça casse. Tant pis pour le poisson sauvage. Au menu, ce sera œuf au bacon. Mais le dépit est de courte durée. Mike est à court de bois de chauffage. Oh mon Dieu. J'adore bûcher. Vous avez le droit de couper ce que vous voulez, là? Ici? Ouais. C'est nos chemites, le territoire, Nitassinan. Pour les Inuits, pas besoin de permis pour chasser ou couper du bois sur leurs terres ancestrales. Lui, il a l'air payant. Lui, il a l'air bien sec. Ils ont leur propre gouvernement et ne paient ni taxes ni impôts dans les réserves indiennes. Ça fait un arbre par jour? Fais une affaire comme ça. Mieux vaut pour Mike ne pas se blesser avec la tronçonneuse. En fonction de la météo, les secours pourraient mettre des heures, voire des jours, pour arriver jusqu'à lui. À Shefferville, les habitants peuvent compter sur 2 dispensaires tenus par 4 infirmières. Mais ni bloc opératoire, ni scanner, ni IRM. En cas d'urgence, il faut quitter la ville. Un petit aérodrome permet aux équipes de secours d'atterrir. La souffleuse 120 circule sur la piste 1735 à Shefferville. À 5h30, là, le téléphone a sonné pour me dire qu'il allait y avoir une évacuation médicale, qu'il voulait avoir les conditions de piste et puis qu'il fallait que la piste soit dégagée. Gervais Boudreau, 60 ans, est le directeur de l'aéroport. Il est né ici, y a passé presque toute son existence et voudrait bien trouver une relève. Mais personne ne veut être d'astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour 2000 € par mois. 2 fois moins que le salaire d'un employé de la mine. On est 16 000 à l'ouest, on commence l'approche dans 3 minutes via Chinem et la piste dans 6 minutes, 27. Avec de 6 000 à pied. OK, là, on est dégagé vraiment dans le centre. Là, on a un bon 50 pieds de dégagé. L'avion, spécialement dédié au transport des malades depuis les régions éloignées, vient de parcourir 1000 km.
au même moment, dans l'un des 2 dispensaires de la ville. Je vais vous reprendre une petite tension, d'accord? Yoni, un ambulancier français au Québec depuis 7 ans, prépare la malade. On va refaire ça. Bougez pas, d'accord? Allez. Ouais. Votre tension était très très basse cette nuit. Quand on est intervenu, là, elle était très très basse. Cette femme de 57 ans, atteinte d'un cancer, a fait un malaise la nuit dernière. Depuis, son état est instable. Ça y est, vous vous rappelez maintenant? Oui, parce que j'avais tout vomi, ma chemise. Vous aviez vomi du sang, hein? 2 infirmières ont été dépêchées sur place pour l'accompagner pendant tout le voyage. 2 heures et quart d'avion à peu près. Ben là, ça va dépendre des vents, ça va être un peu plus long, là. Si j'aurais pas fait ça, j'aurais pas parti, là, j'ai dit. J'aurais resté chez nous, puis je serais morte là-bas. Ouais, non. Cette tension est basse encore, hein. 73, 46, c'est ça que je t'ai dit. Mais au pire, est-ce que dans l'avion, vous avez quelque chose pour lui relever les jambes? Non, hein? Non. Souvent, dans l'avion, avec l'altitude, la pression, elle a tendance à diminuer aussi. Fait que faut s'assurer que la pression soit correcte avant de quitter. C'est bon, là, j'ai 94. On laisse. Fait qu'on vit avec ça. C'est beau. C'est parfait, ça. Ouais. Sa tension est remontée. Elle pourra prendre l'avion. Dis au pilote que c'est une patiente qui va être en position allongée. C'est beau? Sam, peut-être en premier. Cette femme a dû tenir bon pendant 6 heures. Chaque année, plus de 30 patients doivent être évacués par les airs, faute de pouvoir être soignés sur place. Pour Mike, le séjour touche à sa fin. 17 heures, il doit vite traîner ses affaires jusqu'à la voie ferrée. Aucun moyen de savoir exactement à quelle heure le train passera. Plus mon sac à dos. Vous pouvez attendre combien d'heures ici, des fois? Ouais, maximum, moi, que j'ai attendu, là, c'était 2 heures de temps. Dans le froid, c'est pas facile. Ouais. Ah non. Là, on est chanceux, là. Je viens d'amener mes affaires. Là, je vois une lumière. Le train arrive. Qu'est-ce qu'il doit penser, lui, le renard? Tout ça avec un bruit de même. Aïe, aïe. C'est Joe, l'un des conducteurs du train, qui l'accueille. Il faut bien rentrer. Mike va retrouver sa femme et ses 3 enfants. Mais promis, il reviendra dans 6 semaines pour son dernier séjour de l'hiver.